Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h49, vos appels 0826 300 300 pour les grands débats du matin avec Thierry Guerrier et Christine Bouillot ce matin. Et puis notre invité Sébastien Le Foll qui est avec nous, directeur de la rédaction du magazine Le Point et auteur de ce livre Reste à ta place aux éditions Albin Michel. On va revenir aussi les sujets du jour sur la primaire écologiste. Vous savez, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Et on vous pose la question ce matin, est-ce que quel candidat selon vous est le mieux placé au second tour? Pour l'instant, vous dites des deux candidats, vous dites Sandrine Rousseau, mais vous êtes surtout sans avis à plus de 60%. Et deuxième aussi sujet, Patrick, ce matin. Oui, et évidemment, l'autre sujet sur la France, qui, je le disais, est-ce qu'elle s'est vraiment en fait roulée dans la farine par les Américains, les Australiens et les Britanniques? On va en reparler dans un instant avec cette histoire qui n'est pas terminée, puisqu'on est en train de rappeler les ambassadeurs. Grosso modo, c'est un peu, finalement, votre livre, Sébastien Le Foll, bonjour d'abord. Bonjour. Ça résume bien l'actualité, c'est-à-dire Sandrine Rousseau, à un moment donné, certains lui avaient dit reste un peu à ta place. Là, elle va peut-être prendre la place qui était prévue, qui devait échoir à Yannick Jadot. Et la France, c'est un peu la même chose, quoi. Est-ce qu'elle doit rester à sa place ou pas? Là, elle s'est fait remettre un petit peu, elle l'a eu à l'envers, quoi, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian. C'est un peu ça, en fait, quoi. L'histoire de la vie, elle est là, quoi. Alors, oui, même si c'est deux exemples très, très différents. Ouais. La France, là, elle est confrontée toujours à ce grand écart entre les discours très grandiloquents, où nous sommes une grande puissance qui parle au monde entier, et la réalité où effectivement nous sommes bien peu de choses parfois. Oui, bien sûr. Et c'est la même chose pour des personnalités, quoi, qui sont devenues aussi des personnalités qui étaient peu de choses, en fait, comme nous tous, quoi, quand on arrive. Mais en politique, c'est un bon moteur, ça, d'entendre Reste à ta place. Oui, on le voit avec certaines personnalités que j'ai interrogées, comme Nicolas Sarkozy ou Anne Hidalgo, Xavier Bertrand. Finalement, ce sont des gens qui aujourd'hui sont aux premières loges. Oui, Anne Hidalgo, bien sûr, on lui avait dit que à ses parents notamment, écoutez, restons modestes. C'est une bonne élève, mais sans plus, quoi. Un de ses profs lui a dit à son père, si elle est secrétaire de direction, ça sera déjà très très bien. Donc c'est un bon moteur, finalement. Oui, visiblement. Oui, c'est un bon moteur. Il y en a beaucoup d'autres, des grands patrons. Pinault, par exemple, aussi, qui évidemment, lui venait de la campagne, enfant de la campagne, et quand il s'est retrouvé dans un lycée en ville, ce que vous racontez, on lui disait que c'était un plouc, quoi, grosso modo. Oui, mais que pour quelques-uns qui en ont fait une force de ce mépris, combien de Français s'auto-censurent, renoncent? C'est ça le grand gâchis que je pointe du doigt dans ce livre. Oui, complètement. Thierry Guerrier. François Mitterrand évoquait très jeune cette formule dont je ne sais plus si elle est de Renan, mais qui, si jeune, est déjà humilié, à propos de certains de ses camarades des frères des écoles chrétiennes qui arrivaient à Paris et qui, eux, qui étaient brillants, mais qui venaient de milieux très modestes. Et il disait que c'était même pour lui, qui venait de province, certes de grande bourgeoisie du Cognac, mais tout de même, il y avait cette petite humiliation d'être provincial qui était un piquant. Alors en effet, combien ne passe pas cette frontière? Ouais. Paris reste ce que Tocqueville appelait le centre des Lumières, c'est-à-dire que l'idée vient de Paris et descend vers la province. Donc pour un provincial, Paris reste encore une source de mépris. Provincial et banlieusard. D'ailleurs, le provincial ou le banlieusard qui ensuite devient un vrai Parisien peut être aussi méprisant. Absolument. Non, mais c'est ça. Et souvent, c'est un mépris des populations. Christine Bouillot, vous les rencontrez régulièrement, nos auditeurs, etc., qui peuvent se sentir méprisés parfois par certains médias et certains politiques. C'est ce qui avait expliqué d'ailleurs un petit peu, alors c'est un raccourci peut-être un peu rapide, mais la crise un peu des gilets jaunes, quoi, aussi. Non, c'est pas Patrick un raccourci. C'est ce que clairement on a pu comprendre quand les gilets jaunes montaient à Paris pour défiler ces grands rendez-vous qu'ils se donnaient sur la capitale. On sentait bien que ils considéraient Paris comme l'épicentre de tout leur problème. C'était véritablement un fossé qui s'était creusé et qui, je pense, persiste encore. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de la présidentielle. Peut-être que, en tous les cas de la campagne à venir, on verra effectivement comment les candidats vont aborder cette question. On va dire, on les appelle les territoires contre la capitale, les décisions. Donc on voit bien, et c'est vrai que quand on est en province, c'est plus difficile de s'imaginer un parcours au sein des grandes écoles. C'est un autre parcours du combattant. Exemple tout simple, un étudiant
étudiant qui fait une grande école à Paris, il a déjà les avantages de devoir trouver un logement, c'est plus cher, c'est forcément quelque chose qui rentre en ligne de compte dans son esprit inconsciemment. C'est-à-dire, je vais pas le faire parce que ça coûte tellement cher que je m'auto-censure. Donc on voit bien que tout ça est quand même, on va dire, sous-jacent dans les esprits. Bon, je pense, Christine, vous n'avez pas encore lu le livre de Sébastien Le Foll, et pourtant on a l'impression que vous l'avez lu, parce que c'est exactement ce qui est décrit dans votre livre. Mais vous savez, même j'ai été frappé, moi, j'ai interrogé notamment le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, qui vient d'une famille d'ouvriers, qui était le premier à réussir son bac, qui vient de l'Ardèche. Il a fait Sciences Po Grenoble, vous voyez. Donc il était tout fier, et puis il me raconte que quand il est arrivé à Paris, il commence à militer au Parti Socialiste, mais on lui explique que Sciences Po Grenoble, c'est pas terrible. C'est pas Paris, quoi. C'est ça. Il avait le sentiment de porter un peu un faux Lacoste. Mais est-ce que le mépris est français, finalement ? Alors c'est la thèse de ce livre que j'espère est bien étayée, qu'elle à la fois repose sur des témoignages, vous l'avez dit, mais aussi sur une enquête historique. Je pense que nous sommes encore largement le produit de la société d'Ancien Régime, la société d'ordre. Qu'est-ce que c'était que la société d'Ancien Régime ? C'était le reste à ta place institutionnalisé. La cour de Louis XIV, c'était chacun avait son rang. Je pense qu'il n'y a plus ni noblesse, ni tiers-état, ni bourgeoisie, mais qu'on a recomposé cet esprit aristocratique, cette relation hiérarchique. Avec différents ordres. Avec différents ordres. Ça va même. À ça est venu se greffer le corporatisme, c'est-à-dire qu'au sein même de chaque profession, il y a un rang à tenir, et nous sommes encore largement les héritiers de ça, et que ce mépris est encore très très fort entre toutes les strates de la société. Oui. Allez, si vous avez des questions à poser à Sébastien Le Foll sur ce livre, Reste à ta place, sur ce mépris, évidemment. 0826 300 300, vous voulez réagir également à l'actualité, les Verts, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, ou encore l'histoire, évidemment, de la France et des États-Unis via l'Australie, avec le rappel des ambassadeurs. Est-ce que c'est une bonne chose, d'ailleurs, de les rappeler ? Est-ce qu'il faut quitter aussi l'OTAN ? Pourquoi pas ? 0826 300 300, nous en débattons jusqu'à 9h30 avec Thierry Guerrier, Christine Bouillot et donc Sébastien Le Foll. À tout de suite, 8h56. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Les grands débats du matin, c'est à ce moment-là que vous pouvez bien sûr intervenir tout au long de la matinée, mais là particulièrement sur les sujets du jour. On va parler de la primaire écologiste, Patrick, et puis on reviendra sur ce problème avec l'Australie et les États-Unis. Oui, grand problème, parce qu'évidemment, il va y avoir un coup de fil dans les jours qui viennent entre Emmanuel Macron et Joe Biden. C'est même étonnant qu'il ne se soit pas encore parlé après cette annonce. A priori non, puisque c'est ce qu'on dit à l'Élysée et du côté aussi de la Maison-Blanche. On a voulu un peu relativiser les choses ce week-end. On va revoir ça dans un instant. Avant cela, donc, on revient donc sur cette primaire écolo. Et avec nous, je le rappelle quand même, c'est Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du magazine Le Point, et avec ce livre Reste à ta place aux éditions Albin Michel. Ah oui, qui est particulièrement intéressant et qui va parler à tout le monde. Et je vous conseille vraiment de le lire, puisqu'il y a beaucoup d'exemples de personnalités qui ont été vexées, humiliées. C'est à partir méprisées. C'est à partir de ce moment-là, pour certaines, que ça a joué comme un rôle de moteur. Il faut pas sombrer, mais c'est difficile parfois de résister. Sur le vote des Verts, Sébastien Le Foll, est-ce que vous avez été surpris par ce résultat aujourd'hui qui va mettre donc aux prises pour le second tour on voit bien que à gauche, il y a une poussée depuis un certain temps d'un discours très wokiste. Qu'incarne Sandrine Rousseau, donc il y a réellement un public pour ça. J'ai le sentiment que c'est un peu aujourd'hui le tout sauf Jadot, qui était lui sur une ligne un peu plus modérée. Je pense après la question, c'est de savoir si ça va pas faire tout ça les affaires d'Anne Hidalgo. Parce qu'une Sandrine Rousseau candidate des Verts, ça redonne un peu d'air à Anne Hidalgo. Oui, Thierry Guerrier, c'est ce que vous avez évoqué dans votre édito, et Christine Bouillot. Oui, alors je crois que oui, dans un premier temps. Dans un premier temps, ça redonne de l'espace politique à Anne Hidalgo, qui va incarner cette idée de modération, de capacité de gouvernement peut-être, donc un leadership a priori. Après, il y a sa personnalité, elle dit pas grand-chose pour l'instant, c'est assez mièvre. Bon, mais dans un deuxième temps, elle a une telle trouille de fâcher l'électorat et l'idée écolo, elle veut tellement incarner l'écologie que Anne Hidalgo, par exemple, ne dément pas la décroissance. Elle n'ose pas formellement dire qu'elle n'est pas pour la décroissance. Et le risque donc, si elle ne veut pas se fâcher avec une Sandrine Rousseau qui serait désignée candidate des Verts, c'est qu'à un moment donné, elle soit
elle-même déportée et emportée vers le fond, parce que la moitié au moins de l'électorat de gauche reste républicain, universaliste et ne se reconnaît pas dans ce discours. Christine Bouillot. Christine Bouillot. Oui, ben on voit que tout est ouvert, hein, parce qu'effectivement, vu les scores et le nombre de voix, on voit aussi que ceux qui sont arrivés 3e et 4e donnent pas de consigne de vote. Donc, on sent bien que le prochain tour, tout est absolument ouvert chez les écologistes, et qui c'est aussi un signal pour la campagne qui s'ouvre, hein, peut-être. Ces thématiques très, très tranchées, très radicales sur des thèmes qui... Il y a véritablement... C'est-à-dire des discours clivants, quoi. Hein, que ce soit donc à gauche, là, donc avec Sandrine Rousseau, enfin à gauche chez les écologistes, comme on entend la petite musique aussi, par ailleurs, d'Éric Zemmour. C'est ce que vous voulez dire, Christine, c'est ça? Oui, et puis pour se démarquer, c'est une façon aussi, c'est d'être dans des... Alors après, avec quel effet sur le long terme et sur une élection qui va durer plusieurs mois, et comment après on rassemble, parce que c'est un peu ça, hein, c'est on divise pour réussir au premier tour, mais après il faut rassembler. Oui. Donc comment on fait pour arriver à cette position? C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Mais on voit bien que chez les écologistes aujourd'hui, c'est peut-être aussi un signal pour les autres candidats qui regardent, à mon avis, de très près ce qui est en train de s'y passer. Ah bah, bon, les jeux ne sont pas encore faits, on verra ça le week-end prochain, mais c'est vrai qu'Anne Hidalgo, du coup, peut être incarner une écologie qui rassemble davantage que ce que vous disiez, en fait, hein, Sébastien Le Foll. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que cette pré-campagne, c'est une course pour se connecter aux passions politiques les plus fortes du moment. Hein. Donc on le voit à l'identité à droite avec Zemmour, toute cette culture aussi un peu identitaire, hein, d'une autre manière à gauche, hein, ce qu'incarne Sandrine Rousseau. Et on ne sait pas si la campagne va se dérouler uniquement sur ces passions-là, si on parlera aussi un peu à l'intelligence des électeurs. Oui. C'est l'enjeu de la les électeurs, campagne. ils sont plus intelligents que les suspectent certains politiques, quoi. Certainement. Parfois. Et donc, ils savent... En tout cas, je suis frappé dans le discours de Sandrine Rousseau, qui ai écrit sur le mépris. La gauche a longtemps été n'a pas tenu un discours méprisant. Elle défendait l'émancipation, le fait qu'on n'était pas déterminé par sa naissance. Et quand j'entends parfois Sandrine Rousseau avec ce discours extrêmement wokiste, un peu à l'américaine, c'est une forme d'assignation à résidence. Hein. C'est-à-dire que votre sexe, votre couleur de peau, votre religion, en quelque sorte, conditionnerait vos opinions. C'est ça. Ouais. Thierry, tout de même, il y a de quoi parle-t-on? Il faut quand même se souvenir que c'est un collège électoral très particulier tout de même. Hein. On ne sait pas qui tellement s'est inscrit, c'est pas un sympathisant, et on pense que peut-être certains ont voulu essayer de manipuler l'élection en favorisant justement le plus radical. Très bien, faisons la part de ça, ok. Mais en dehors de ça, si c'est un électorat révélateur de ceux qui sont radicalement écologistes, et ben dans ce cas, si vous voulez, il n'est pas représentatif. Ces 106 000 personnes sur les 122 000 inscrits qui ont voté sont peut-être les plus écolos, je dirais, acharnés. C'est une hypothèse. 106 000, c'est pas mal. Hein. Non, mais bien entendu, c'est un assez beau succès. Mais c'est pas un sondage. C'est-à-dire que en quoi sait-on? On ne sait pas s'il est représentatif de l'électorat de gauche aujourd'hui et de gauche écologiste, y compris de ceux qui voudraient voir, pourquoi pas, un écolo-ministre, un écolo au gouvernement comme Premier ministre un jour au président de la République. Mais souvenez-vous de la primaire de la droite, qui sont plus modérés. La primaire de la droite, à l'époque, on avait dit aussi les gens de gauche vont aller voter pour manipuler l'élection. Sauf que là, certains l'ont dit. Hein. Souvenez-vous, Sébastien Chenu du Rassemblement national a dit « je me suis inscrit et j'ai voté », par exemple. 0826 300 300. Hein. Oui, et c'est Marc qui nous appelle ce matin. Bonjour Marc. Bonjour. De Frontignan, dans l'Hérault, c'est ça, Marc? C'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce premier tour du vote de la primaire écologiste, justement, entre Sandrine Rousseau, enfin, avec ce résultat qui donne Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour le second tour? Ben écoutez, moi je trouve ça un petit peu ridicule, ces primaires déjà. Et puis d'autre part, oui. Et puis l'écologie en particulier, parce que moi je pense que les écologistes devraient rester écolos, parce que je pense que 90% de la planète est écologiste, on n'a pas envie que la planète meure ou soit polluée. Donc je pense qu'il ferait mieux de faire un parti écologiste, certes, mais pas de politique. Pas de politique, défendre, faire du lobbying en quelque sorte, et des groupes de pression. C'est ce que font certains d'ailleurs, quoi. Hein. Et donner leur voix, dire voilà, nous on n'est ni de gauche ni de droite, on donnera nos voix au candidat qui sera le mieux apte à présenter
une vraie écologie. Ouais. Et rentrer dans un ministère de l'écologie, que ce soit de gauche ou de droite, parce que l'écologie, pour moi, elle est ni de gauche ni de droite. La pollution, elle est ni de gauche ni de droite. Donc il ferait mieux de faire un parti écologiste, mais qui ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la part du gâteau, ils veulent être président. C'est quoi ça? Non, l'écologie, c'est pas diriger la France. L'écologie, c'est protéger la planète, la France, les villages, les villes, les régions. C'est ça l'écologie, c'est pas vouloir faire de la politique pour faire de la politique, pour être président ou ministre ou quoi. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça l'écologie, la vraie écologie, c'est ça. Ça ne doit pas être préempté. Ce que vous dites, Marc, c'est intéressant, Sébastien Le Foll, ça ne devrait pas être préempté par des partis, qu'ils soient en fait un peu de gauche ou de droite, parce que bien souvent, ils sont beaucoup trop marqués. Oui, d'ailleurs, on voit, les choses ont beaucoup changé. Quand on écoute une Valérie Pécresse, elle a beaucoup intégré la question écologique dans son programme. Marine Le Pen elle-même a tout un programme écologique qui est passé un peu inaperçu, mais c'est un sujet qu'elle a beaucoup travaillé. L'enjeu pour l'écologie aussi dans cette élection, on voit, c'est que elle peine à devenir un mouvement populaire. Ça reste encore un phénomène de grande ville, parce que elle est justement cette écologie très idéologique, perçue de manière méprisante par une partie des Français, parce que elle montre qu'il y aurait une sorte de supériorité d'un style de vie auquel n'adhère pas une partie des Français qui, eux, vivent loin des villes, qui, pour aller au travail, roulent encore non, mais surtout que en voiture. C'est là où ça rejoint votre livre un peu, c'est-à-dire c'est toujours un peu punitif, quoi. C'est ça. Donc si vous ne respectez pas nos idées... La décroissance que défend Sandrine Rousseau, c'est un luxe d'urbain bien nourri et bien payé. C'est pas aller dire à un Français qui vit loin des grandes villes que la décroissance c'est une solution, non? Je crois pas. Hein. Thierry Garrier. La difficulté, c'est précisément que le Parti vert a tenté et a réussi pendant un certain temps à monopoliser l'idée d'écologie. Mais ces propositions elles-mêmes pratiques, sont souvent revisitées et critiquées. Exemple, vous l'avez évoqué beaucoup dans Le Point, les éoliennes. Il y avait un remarquable reportage hier soir sur France 2, dans le 20h, sur les champs d'éoliennes en Manche, contestés aujourd'hui par une organisation, une ONG écologiste, contestée par les marins et surtout les scientifiques, qui disent que le bruit engendré par le chantier en ce moment de ce futur champ d'éoliennes au large du Cotentin, eh bien, c'était pour les poissons de vivre en permanence dans une discothèque. Les poissons, donc ils sont voilà. Et ben c'est aujourd'hui le grand débat qu'il y a eu cet été, par exemple, et vous l'avez relayé sur les éoliennes en France, à la contestation de cette solution qui serait la panacée partout et que soutient par exemple Éric Piolle, et bien est remise en cause par des gens qui sont très écolos, qui ont conscience chez les Français d'une nécessité mais qui disent non, pas ces solutions-là, on peut pas nous les imposer comme ça. Christine Bouillot, vous voulez réagir sur ce sujet? Par rapport à ça, effectivement, la question de l'écologie est une question d'ores et déjà clivante à la base. C'est-à-dire que, bien, comme disait notre auditeur de Frontignan, bien sûr que tout le monde a envie d'être écologiste, de sauver la planète et de préserver ce qui peut encore l'être. Mais simplement, c'est la façon dont on explique aux gens que ce qu'ils font, c'est mal, que ce qu'ils font jusqu'à présent. Sauf que ce qu'ils font, on reprend par exemple l'histoire de la voiture. Quand vous n'avez ni bus, ni train, que tout ça a été abandonné, ni réfléchi, ni pensé depuis à peu près 30 ou 40 ans dans des zones reculées. Alors on dit la campagne, mais habiter en périphérie des villes, même autour de Paris, relier le centre de Paris quand on est en périphérie, c'est toujours très compliqué. Donc les gens ont besoin de leur voiture. Et par exemple, ce sujet qui est central, celui de la voiture, qui sera un débat que l'on aura lors de la présidentielle, puisque comme Anne Hidalgo est candidate, elle aura ce sujet-là sur la table. Regardez on va dire le tollé ou la difficulté de faire passer la limitation à 30 km/h dans n'importe quelle ville aujourd'hui. On parle de baisser la vitesse. Sur la sémantique, on dit on veut des centres-villes apaisés. On veut des zones zéro émission. Vous voyez comment on essaye de glisser sur les sujets de manière à faire passer des décisions qui sont en réalité très radicales, mais que les gens ont du mal à absorber. Donc ça veut dire que le discours, moi je suis très étonnée effectivement et très intéressée par ce qui se passe chez les écologistes avec Sandrine Rousseau, parce que pour le deuxième tour, il va falloir qu'elle rassemble un peu plus. Donc est-ce qu'elle va rester sur son discours très clivant, à la fois sur les sujets de société, les sujets environnementaux, ou elle va essayer d'élargir un tout petit peu
pour aller récupérer ceux qui sont allés plutôt vers la candidature d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble, par exemple. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Christine Bouillot, Thierry Guerrier, Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du magazine Le Point, auteur de ce livre aux éditions Albin Michel. Reste à ta place. Vous l'avez peut-être entendu. Eh bien, écoutez, vous pouvez réagir. 0826 300 300. On verra aussi que il y a eu des gens qui ont été sacrifiés. Il y en a qui s'en sortent quand même. Et il y a des solutions. Et puis, on parlera d'ailleurs à cette occasion, tiens, peut-être aussi de l'ascenseur social. C'est évoqué évidemment. Restez avec nous. Il est 9h16. Il reviendra sur l'automobile, ce dont parlait. Oui, la France à vos côtés tout à l'heure. Avec Louis-Carl Vignon, qui est le président de Ford France, puisqu'on va parler des problèmes rencontrés par le secteur automobile. C'est à 9h45, 0826 300 300. Entre autres, il y a du des gens qui veulent acheter des voitures. Qui va arriver pour l'électrique. Il y a une pénurie de cartes électroniques, très peu de voitures neuves à vendre, et puis de moins en moins de voitures d'occasion reconditionnées à vendre. Il y a des voitures d'occasion qui sont quasiment plus chères que des voitures neuves. Oui, vous avez vu sur certains sites. Pratiquement, puisque bien sûr le marché et les prix augmentent. Restez là, on en parle dans une demi-heure. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, la suite des grands débats ce matin avec Christine Bouillot, bien entendu, avec notre invité ce matin et ce livre très intéressant, et Thierry Guerrier, bien entendu, très intéressant, Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point et auteur de Reste à ta place aux éditions Albin Michel. On va en parler dans un instant. Juste avant ça, on va faire une petite parenthèse quand même sur cette affaire qui va nous occuper encore probablement cette semaine, qui nous a occupé en fin de semaine, la crise des sous-marins qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas tout en tête, il y a la question de quitter l'OTAN qui se pose en fait aujourd'hui. Maxime Trouleau, elle est sur la table, cette question. Oui, la France tant bien que mal a réagi à annulation d'un gala célébrant les relations franco-américaines, rappel de ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis pour consultation. Mais pour l'instant, cela reste assez faible. Se pose la question désormais donc de l'OTAN, dont fait partie la France et les États-Unis, et dont les relations avec l'Australie sont étroites depuis 2005. Mais alors après ce couac, c'est un euphémisme, la France doit-elle rester dans l'OTAN ? Eh bien, de nombreuses figures de l'opposition en parlent. Xavier Bertrand veut un sommet extraordinaire pour connaître la position des Américains sur la place de la France au sein de l'Alliance. Pour Jordan Bardella, il faut remettre en question notre appartenance à l'OTAN. Il faut marquer le coup et quitter le commandement intégré, a même lancé Fabien Roussel ce week-end. Le président du comité militaire de l'OTAN, Robert, lui, l'assure. Il peut y avoir des conséquences, mais je ne prévois pas pour le moment qu'il puisse y avoir un impact sur la cohésion au sein de l'OTAN. Emmanuel Macron et Joe Biden vont avoir un échange téléphonique dans les prochains jours, nous a appris Gabriel Attal hier. C'est une volonté du président américain. On veut des explications sur ce qui s'apparente à une rupture de confiance majeure, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Merci pour ce factuel, Maxime Trouleau. Est-ce qu'on a l'impression que c'est quelque part du mépris aussi de la part pour rebondir sur le livre de Sébastien Le Foll, de la part des États-Unis vis-à-vis de la France? Finalement, on ne tient pas compte de ce qu'on avait déjà engagé. Pardon, mais à l'Ouest, rien de nouveau. Les Américains sont peut-être à nos yeux méprisants. En réalité, je pense que ce serait de la grande naïveté de ne pas avoir anticipé le fait qu'à un moment donné, quand se pose une question, ils choisissent leurs intérêts. La question, c'est que si cet événement a au moins une vertu, c'est d'essayer de nous imposer, de répondre aux questions qui sont avec une forme de cynisme aussi, en tout cas de réalisme. Quels sont nos intérêts aujourd'hui ? Comment faire émerger une Europe puissance dans laquelle la France, avec son arme de dissuasion, sa dissuasion nucléaire et ses forces militaires, et celle peut-être de ses partenaires au sein de l'Union, peut faire émerger au moins un outil de défense qui permettrait, et c'est pertinent, de se poser la question de savoir quelle place nous devons avoir dans l'OTAN. Peut-être, comme l'a fait un jour le général de Gaulle, se mettre un peu plus à distance. Nicolas Sarkozy nous a ramenés dans l'état-major et dans une présence active. Ça a des vertus aussi, des intérêts pour la France, pour sa défense, pour la formation de ses officiers. Mais on peut aussi en sortir et rester à distance tout en gardant les mêmes codes de fonctionnement, par exemple, et restant alliés, mais autonomes. C'est une question pertinente, je crois. On voit aussi, à travers cet exemple, peut-être, Sébastien Le Foll, que la France, on parle souvent du déclassement, qu'elle n'a plus le même poids qu'auparavant aussi, non ? Oui, et pour abonder dans le sens de Thierry Guerrier, oui, la naïveté, c'est le bon mot. C'est naïveté à l'égard des États-Unis. Je ne suis pas sûr que la France et l'Europe, de manière générale, aient pris la mesure de ce clivage aujourd'hui qui découpe le monde entre la Chine et les États-Unis. C'est cette guerre froide. Ouais.
rampante plus que ça, même aujourd'hui, et ce qu'elle implique, parce que la décision là, australienne, elle est conditionnée par ça, par la montée de cette guerre froide. Ensuite, naïveté à l'égard de Biden. On était tellement obsédés par Trump, par notre anti-Trumpisme, qu'on a effectivement idéalisé Biden, qui mérite d'ailleurs ni l'opprobre ni d'éloge aujourd'hui, mais qui fait son métier. Il fait son métier, il défend l'Amérique depuis très longtemps. L'a-t-on bien saisi? On l'a vu, c'est cité encore naïveté vis-à-vis de ce qui se passait en Afghanistan. L'Amérique a changé de stratégie. Est-ce qu'on a pris la mesure? Est-ce que l'Europe en prend la mesure? Et naïveté aussi au sein même de l'OTAN, où, je rappelle, il y a quand même la Turquie. La Turquie qui nous fait quand même de très mauvaises manières depuis plusieurs années. Ouais. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas aller jusqu'au bout de sa logique quand il dit, alors que Erdogan nous méprise et nous insulte, il dit mais l'OTAN n'est plus qu'une coquille vide. Rappelez-vous, c'est le président de la République. Il a dit, elle est en état de mort cérébrale. Est-ce qu'aujourd'hui il ne pourrait pas dire... On n'a pas d'alternative pour le moment. Bah oui, c'est ça. On peut peut-être se prendre de la distance dans l'état-major. Bon, allez, on va prendre un peu de distance aussi avec ce sujet pour revenir à votre sujet en fait de votre livre, même si tout ça, le mépris est également là dans les relations diplomatiques, dans la géostratégie évidemment, c'est toujours présent. Mais pour les auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure avec nous, reste à ta place, bien c'est des petites phrases que des personnalités, des personnes plus anonymes ont entendues à un moment donné dans leur vie, et pour certains, elles plongent, elles n'y arrivent pas, et puis d'autres, au contraire, ça agit comme des moteurs. Racontez-nous aussi, vous, pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre, parce que vous le dites dans votre livre encore. L'origine de ce livre, c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais adolescent. Je viens d'un milieu assez modeste. J'ai assez tôt su que je voulais devenir journaliste. Et un jour, j'ai entendu un cousin qui était conducteur de travaux dire à mon père mais il faut que tu l'empêches de faire ça. Ce métier n'est pas fait pour des gens comme nous. Ouais. Et cette phrase d'abord m'a accablé, paralysé. Et puis ensuite, elle m'a donné l'envie de déjouer ce pronostic. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé un peu plus tard à Paris, ayant échoué dans mes études, d'ailleurs j'ai échoué à Sciences Po à l'épreuve de culture générale où j'ai eu une note éliminatoire. Il faut des échecs dans la vie pour mieux rebondir. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme nous, effectivement, dans le journalisme, où ce sont quand même beaucoup des enfants de CSP+, de gens qui ont quand même la culture, les codes, ou d'enfants de journalistes. Et donc il a fallu, comme beaucoup, que je fasse ma place, que je trouve ma place dans cet univers. Et ce que je raconte, c'est voilà, tous l'effort qu'il faut faire, mais aussi les mauvais sentiments que ça peut développer en vous, le ressentiment parfois, et les stratégies de contournement qu'il faut mettre en place, parce que tout ça renvoie à une question pour moi qui devrait être centrale dans le débat présidentiel. C'est l'immobilisme social aujourd'hui en France. C'est-à-dire que non seulement l'ascenseur social est bloqué, mais l'escalier de service, il est condamné, et il faut escalader la façade aujourd'hui. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir quand même une niaque, une volonté, une persévérance plus forte. Et c'est malheureusement tout le problème aujourd'hui de la société française et de notre modèle social qui d'ailleurs encourage cet immobilisme. Christine Bouillot, et ensuite Thierry Guerrier. Oui, et puis je pense qu'il y a l'autocensure aussi. Alors c'est vrai, ce que dans ce témoignage, c'est que je crois beaucoup à la force de l'exemple et aussi à la façon dont on propose des solutions pour des jeunes qui rêvent d'autres choses, ou en tous les cas pour, on va dire, leur carrière ou le choix de carrière. Il y a trop, on est trop mauvais en France sur la possibilité d'ouvrir les portes et de dire aux jeunes, ou en tous les cas dans les choix d'orientation. Et je pense que de dire on peut faire ça, tu es capable de le faire et tu peux y arriver, pourrait permettre. Après, il faut les codes. Il y a malheureusement, on est encore dans une société où si vous n'avez pas les bons codes, si vous n'avez pas le bon réseau, la bonne façon d'aborder les choses, c'est encore très très compliqué de franchir cet espace qu'il y a entre ce que vous êtes et ce que vous rêvez. Prendre l'escalier de service, comme le disait Sébastien Le Foll. Thierry Guerrier, un mot ? Oui, j'ai lu que les bonnes feuilles du livre de Sébastien Le Foll, mais je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'un des enjeux de la présidentielle aujourd'hui, c'est la banlieue, et je dis c'est pas méprisant de ma part, je viens de banlieue parisienne. La banlieue et la ruralité, en tout cas ce qui est aujourd'hui, les candidats qui nous proposeront un moyen de
réunir le pays entre les élites, les urbains, peu importe, et cet univers qui se sent méprisé ou à distance, celui-là ou celle-là aura la clé. En tout cas, à mes yeux, c'est ça que j'essaye de chercher. Il y a les dimensions de géopolitique, la vision de la France à 30 ans, mais aussi comment on réunit le pays. Et je trouve que son livre, à cet égard, et ses témoignages, apporter des solutions pour réunifier le pays, c'est vraiment l'enjeu. Son livre fait écho à l'actualité de ce point de vue-là. Mais casser les codes, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais il a cassé les codes d'un côté, mais il bénéficiait aussi de réseaux. Fils de médecin, énarque... Non, mais surtout, il a tout mis en place par la suite, quoi. Mais d'ailleurs, il y a un paradoxe d'Emmanuel Macron autour de ce sujet, parce qu'il a quand même assez bien diagnostiqué les causes du problème, qui sont cette société de rente, de statut, et un droit du travail qui favorise beaucoup les insiders, au détriment des nouveaux entrants. Et aujourd'hui, à la veille de cette élection, il subit un procès en mépris. Donc s'il veut ne pas avoir cette image, il doit renouer avec l'élan premier de sa campagne de 2017. Ce mépris qui est souvent un problème de légitimité, vous le dites, Emmanuel Macron, aujourd'hui, on lui reproche encore sa légitimité de scrutin. Donc ça, en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est un combat tout le temps. À aucun moment, vous pouvez vous reposer en disant « ça y est, je suis arrivé et on va me laisser tranquille ». Vous avez un sentiment d'imposture que moi je raconte. Vous ne vous attribuez jamais les mérites de ce que vous réalisez. Vous mettez ça toujours sur le dos de la chance. Mais je pense que le problème fondamental aujourd'hui pour la France, c'est la crise de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'un système méritocratique comme le nôtre, qui est autant fondé sur la réussite précoce à des examens, frustre beaucoup de gens dans ce pays qui ont d'autres talents que des talents scolaires, qui savent très bien travailler de leurs mains, qui ont d'autres formes d'intelligence. Nous avons un problème d'intelligence collective. L'intelligence collective, on l'a démontré scientifiquement, c'est pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut une grande diversité de points de vue autour de la table. Il ne faut pas que des cerveaux formés dans les meilleures écoles. Et tant qu'on n'aura pas arrivé à faire fonctionner une intelligence collective en France, non seulement on sera malheureux collectivement, et frustré également. L'art de l'agnac, et il y a un chapitre en fait dans votre livre pour ça. Non mais c'est vrai. L'agnac, vous savez, c'est la persévérance, c'est vouloir plus longtemps que les autres. Pour y parvenir, quoi. Et c'est là où on voit les grands patrons, parce que vous avez interrogé énormément de personnalités que vous rencontrez par ailleurs, et là où ils font la différence, c'est sur ce point, quoi. C'est la dernière seconde de jeu, au football, c'est à la 95e minute, quoi, dans les arrêts de jeu. Mais est-ce que ces gens qui ont vécu ce mépris le sont aujourd'hui vis-à-vis des autres? C'est ça le drame avec ce mépris, c'est qu'effectivement quand vous l'avez subi, vous avez tendance parfois à le reproduire. Et c'est un combat permanent pour aller vers la bienveillance et savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a réussi. Parce que la plupart des personnes que j'ai interrogées, elles ont réussi, mais malgré tout, elles ont encore le sentiment qu'on juge leur réussite illégitime. Il y a une bonne réussite en France et une mauvaise réussite. D'ailleurs, on n'aime pas d'ailleurs beaucoup la réussite de manière générale. On a toujours le sentiment d'être un passager clandestin, vous voyez, d'être arrivé rentré par effraction. On vous le fait sentir. Bon, voilà. Donc, si on vous fait sentir les choses, inspirez-vous de ce livre et de ces idées, de ces exemples, de ces parcours de vie, parce que ce sont des parcours de vie. Reste à ta place, Sébastien Le Foll. Vous avez bien fait de ne pas rester à votre place pour diriger aujourd'hui la rédaction du magazine Le Point, donc, et écrire ce livre aux éditions Albin Michel. Merci, Christine Bouillot. On vous retrouvera, Christine, tout à l'heure avec Valérie Expert, parce que vous reviendrez sur ce qui s'est produit il y a 20 ans à Toulouse, à ZF. Évidemment, c'est demain le triste anniversaire. Vous y reviendrez avec des documents sonores de Sud Radio à l'époque. Et puis, on en reparlera demain matin, Christine. Merci à vous aussi, Thierry Guerrier.